L'objectif principal de cette campagne est de mettre fin à une épidémie de rougeole qui sévit depuis 2 ans, mais aussi d'introduire le vaccin contre la rubéole dans notre calendrier de vaccination de routine. Notre objectif est placé à 18 millions d'enfants pour les vaccins contre la rougeole et la rubéole et d'environ 8,2 millions d'enfants pour la dose supplémentaire contre la polio. Comme chaque vendredi depuis 35 semaines, les Algériens ont envahi le centre d'Alger. Cette fois-ci, ils ont eu la dent dure envers le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée. Les manifestants ont aussi dénoncé la présidentielle convoquée le 12 décembre par le pouvoir. Avant de se disperser vers 17h locales, soit 16h GMT, ils ont exigé le départ de l'ensemble du système de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. La foule a aussi martelé des slogans hostiles à un projet de loi sur l'hydrocarbure, accusé de brader les richesses nationales aux multinationales et qui suscite un tollé dans le pays. La veille de ce 35e vendredi de manifestation à l'appel des réseaux sociaux, le centre d'Alger a résonné en soirée 30 minutes durant au son de tambourinage de mortiers, pilons et casseroles, ainsi que de coups de klaxon en solidarité avec les détenus politiques et d'opinion. Des appels ont été lancés à renouveler chaque jeudi l'opération qui s'est également déroulée dans plusieurs autres villes du pays. Sans surprise, les premiers résultats très partiels des élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées mardi au Mozambique donnent une large avance au président sortant et au parti au pouvoir. Après dépouillement de 830 000 bulletins exprimés, soit à peine plus de 6% des 13,1 millions d'électeurs inscrits, l'actuel chef de l'État, Philippe Nyusi, qui brigue un deuxième mandat, est crédité de près de 75% des suffrages selon les résultats publiés par la Commission nationale électorale. Philippe Nyusi dévance largement son concurrent Oussoufo Momad, le chef du principal parti d'opposition, la Renamo, crédité de 20% des voix. Pour les législatives, le parti présidentiel du Frélimo, qui dirige le Mozambique sans partage depuis son indépendance sur le Portugal en 1975, pointe largement en tête avec 70% des voix après dépouillement de 750 000 bulletins devant la Renamo avec 22% des suffrages. Globalement, les principales missions internationales d'observateurs qui ont salué le déroulement normal du scrutin ont émis de nombreuses réserves sur l'équité et la régularité de la campagne et sur le dépouillement du vote. Soro officialise ainsi sa candidature lors d'un entretien à la radio RFI et la chaîne France 24, quelques jours après l'avoir annoncé à des partisans lors d'une réunion privée en Espagne. En voyage à l'étranger depuis plusieurs semaines, Guillaume Soro a précisé qu'il rentrerait la semaine prochaine dans son pays pour y faire une déclaration solennelle et officielle en terre de Côte d'Ivoire. Homme politique précoce, Soro a déjà une longue carrière derrière lui. Il a été ministre de la Communication au début des années 2000, Premier ministre à 38 ans de 2007 à 2012 avant de prendre la présidence de l'Assemblée nationale de 2012 à 2019. Celui qui n'est soutenu par aucun des 3 grands partis ivoiriens a lancé une nouvelle structure, Génération et Peuple solidaire, dont il espère un succès équivalent à celui d'En Marche, lancé 1 an avant son élection à la présidence française par Emmanuel Macron. Pour rappel, depuis 2 ans, plusieurs mouvements politiques le soutenant étaient apparus. Reste qu'il apparaît un peu isolé
sur la scène politique. Sa rupture avec le président Alassane Ouattara, dont il fut le plus puissant allié, lui a coûté son poste à l'Assemblée nationale en janvier. Dans ses relations avec l'opposition, Soro n'apparaît pas non plus au centre du jeu. Quant à l'ex-président Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien, Soro ne l'a toujours pas rencontré depuis sa libération. L'ex-président de l'Assemblée nationale s'est par ailleurs montré inquiet sur le processus électoral de 2020, alors qu'une nouvelle commission électorale a été mise en place en septembre. Pour des raisons de contexte politique national aussi bien que d'éthique politique, Jean-Pierre Fabre appelle le président Faure Gnassingbé, qui aura accompli en 2020 3 mandats de 5 ans chacun à la tête de l'État, à ne pas briguer un 4e mandat. Sa déclaration intervient alors que début mai, les députés togolais avaient voté une révision constitutionnelle qui permet non seulement au président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 de se représenter en 2020 et 2025, mais de bénéficier d'une immunité à vie pour les actes posés pendant ses mandats présidentiels. Principal opposant du Togo et président de l'Alliance nationale pour le changement, Jean-Pierre Fabre devrait être investi ce samedi pour représenter son parti à la présidentielle prévue début 2020 dans un scrutin qui fait d'ores et déjà craindre de nouvelles tensions. Pour l'opposant, ni les intimidations, ni les représailles et autres exactions de la dictature ne sauraient les décourager, les faire fléchir et leur faire baisser les bras. Maire de l'une des 13 communes du Grand Lomé, Jean-Pierre Fabre a appelé le pouvoir à l'ouverture urgente des discussions politiques avec l'opposition. Des réformes politiques et électorales s'imposent selon lui avant la présidentielle qui requiert un cadre électoral transparent et non discriminatoire. Ces pourparlers avaient été suspendus mercredi lorsqu'un des principaux groupes rebelles avait accusé les forces du gouvernement de bombarder certaines de ses positions au Kordofan Sud. Vendredi, des responsables de toutes les parties impliquées ont annoncé avoir trouvé un accord partiel sur l'ordre du jour des discussions. Les pourparlers ont lieu grâce à la médiation du Soudan du Sud, un pays qui tente lui-même de concrétiser un accord de paix signé en 2018. Ils ont été lancés lundi en présence de plusieurs leaders de la région, dont le Premier ministre Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel de la paix. Le mouvement de libération du peuple du Soudan Nord, actif dans les régions du Nil Bleu et du Kordofan Sud, avait accusé les forces du gouvernement de bombarder certaines de ses positions au Kordofan Sud et conditionné sa participation au retrait de ses forces. Quelques heures plus tard, le gouvernement soudanais, qui démentait ces accusations, a annoncé un cessez-le-feu permanent au Darfour à l'ouest, au Kordofan Sud au sud et au Nil Bleu au sud-est, renforçant un cessez-le-feu officieux déjà en place depuis la chute de l'ancien président Omar el-Béchir, destitué par l'armée le 11 avril sous la pression populaire. Par ailleurs, l'armée de libération soudanaise Abdel Wahid Nour, un groupe rebelle important, a annoncé que Khartoum avait libéré vendredi 24 de ses prisonniers de guerre. Ce groupe ne fait pas partie des pourparlers de Juba et ne reconnaît pas le gouvernement de Khartoum. L'objectif principal de cette campagne est de mettre fin à une épidémie de rougeole qui sévit depuis 2 ans, mais aussi d'introduire le vaccin contre la rubéole dans notre calendrier de vaccination de routine. Notre objectif est placé à 18 millions d'enfants pour les vaccins contre la rougeole et la rubéole et d'environ 8,2 millions d'enfants pour la dose supplémentaire contre la polio. L'annonce de nouvelles taxes a provoqué des manifestations à travers Beyrouth et les autres villes du Liban. Quelques heures après les plus importantes manifestations depuis des années dans le pays, les manifestants sont retournés dans les rues. Ils ont bloqué d'importants axes routiers reliant Beyrouth aux autres régions avec des pneus en feu.
Pour le deuxième jour consécutif, ils ont coupé la route principale menant à l'aéroport international de la capitale. Les banques, les écoles, les universités et les institutions publiques sont restées fermées en raison des craintes de dérapage. La veille, des Libanais en colère sont descendus spontanément par milliers dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol d'une classe politique accusée de corruption et d'affairisme dans un pays où la vie est chère. Les manifestations ont été déclenchées par une décision du gouvernement d'imposer une taxe sur les appels effectués via les applications de messagerie Internet à laquelle les autorités ont finalement renoncé sous la pression de la rue. Ces mouvements sont les plus importants depuis la protestation en 2015 contre le pouvoir en raison de la crise des déchets qui perdure elle aussi. Depuis plusieurs années, l'économie du Liban s'est détériorée. La dette publique culmine à plus de 86 milliards de dollars, soit plus de 150% du PIB, troisième taux le plus élevé au monde après le Japon et la Grèce. Son parti, le Future Forward, a gagné plus de 70 sièges lors des dernières législatives, devenant la troisième force politique du pays à l'issue de ce scrutin remporté par le général Prayut Chan-o-cha, au pouvoir depuis le coup d'État de 2014 et désormais à la tête du gouvernement civil. Depuis, Thanaton, âgé de 40 ans, ne ménage pas ses attaques contre l'armée encore très puissante dans le royaume. Il plaide notamment pour une baisse des dépenses militaires et la fin de la conscription. Bête noire des militaires et du gouvernement, il fait face à plusieurs procédures en justice. Il est notamment accusé par la commission électorale d'avoir détenu des actions dans les médias au moment des élections, ce qui est interdit par le code électoral. Il a été suspendu de ses fonctions parlementaires le temps de son procès. S'il était reconnu coupable, il pourrait se voir exclu de la vie politique et condamné à une peine maximale de 10 ans de prison. À son arrivée à la Cour constitutionnelle, devant laquelle il comparaissait pour la première fois vendredi, l'homme d'affaires a plaidé son innocence, assurant que la société de médias avait cessé ses activités 5 mois avant les élections. Pour ses partisans, cette affaire a été montée de toutes pièces aux fins d'éliminer l'un des hommes politiques les plus puissants, les plus populaires du pays. Future Forward est l'une des rares voix qui osent critiquer la monarchie aussi puissante que mystérieuse en Thaïlande. L'assureur Crédit Français Coface a averti qu'outre la peste porcine, la chenille légionnaire d'automne menace le marché mondial du maïs. Ce nuisible a commencé à faire son apparition en Chine, qui représente 30% de la production mondiale de cette céréale. L'agriculture est le secteur le plus taxé par les droits de douane, mais ceux-ci ne représentent qu'un 1/6 des mesures protectionnistes qui s'appliquent aux produits agricoles, le reste étant constitué de barrières non tarifaires dont les normes phytosanitaires. Un effet important sur le secteur agroalimentaire du contexte protectionniste et particulièrement de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine se fait sentir sur les matières premières, d'après l'étude de l'assureur Crédit Français. Le soja, qui est utilisé à la fois pour l'alimentation humaine et l'élevage notamment des porcs, est au cœur de la guerre commerciale. Les importations chinoises de soja pèsent en effet 65% du total mondial et environ 60% des exportations américaines sont destinées à la Chine. Les cours de soja, selon l'assureur, devraient baisser de 9% en 2019 par rapport à l'année précédente, à la fois du fait des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, mais également à cause de la grave épidémie de peste porcine africaine. Un autre risque structurel de ce secteur est lié aux conditions climatiques qui peuvent affecter les cultures telles que les graves sécheresses ou le phénomène El Niño, toujours selon l'assureur Crédit.